France Inter. It's Morning Edition from NPR News. MCT 3年嘅後時 حاليا راديو روزانا بباريس. Produce gente na radio. Faut pas changer de radio. France Inter. Journée spéciale IA. Il faut qu'on se parle. Fabienne Synthès. Et le studio du 18-20 au Grand Palais est sur l'un de ces grands balcons que vous visualisez peut-être. Nous avons une vue plongeante sur le discours qu'Emmanuel Macron est en train de tenir. Ça fait une bonne vingtaine de minutes qu'il est en train de parler à tous ces géants de la tech et tous ces start-upers en switchant un coup en anglais, un coup en français. D'ailleurs, bonsoir Stéphane Jourdain. Bonsoir Fabienne. Le spécialiste de l'IA de France Inter, c'est vous qui mettez l'IA à notre portée dans Un jour dans le monde chaque semaine. Vous allez rester avec nous pendant ces 2 heures. Il y a une chose qui m'étonne, Stéphane, quand on regarde autour de nous. Alors on voit le discours qui est en train de se finir ici à côté de nous. Beaucoup de start-up qui sont représentés, beaucoup de stands de start-up, de jeunes pousses. Mais les gros, qui sont pourtant tous là, les Google, les Amazon, les Meta, on les voit pas. Oui, on voit les stands d'ici, une quarantaine, une cinquantaine de start-up. Et ce qui frappe, c'est que ce sont très souvent des projets locaux qui sont mis en avant. C'est vraiment une IA à taille humaine, pas de Meta, pas de Google, pas de GAFAM, pas de Nvidia, et pourtant ils sont bien là. On a croisé Eric Schmidt, ancien patron de Google, Sundar Pichai qui était sur scène avant Emmanuel Macron. On a croisé Reid Hoffman aussi, incognito, le patron de LinkedIn qui était en bas. Les grands ne sont pas là. Elon Musk ne viendra pas, il vient de le tweeter. Finalement, ouais. Il est trop occupé à Washington, dit-il. Alors, 2 buts, Stéphane, dans ce sommet, 2 objectifs. D'abord, donner de l'IA une image positive, et c'est vrai, on le verra tout au long de ces 2 heures qu'il y a encore du boulot en France là-dessus. Et puis aussi montrer que la France, nous, l'Europe, mais aussi la France, on n'a pas encore perdu la bataille de l'IA. Oui, l'Élysée l'assume complètement. Ce sommet de l'IA sert aussi à ça, à changer le narratif sur l'IA, ne plus présenter les dangers, les risques liés à l'IA, montrer à quel point ça peut être une chance, et notamment une chance pour la France qui a beaucoup d'atouts en matière d'IA. Il ne lui manquait en gros que des data centers et des supercalculateurs. Emmanuel Macron estime qu'avec l'annonce des 109 milliards qui a été faite hier soir, ce problème est enfin réglé. Alors on le verra, et là aussi on aura l'occasion de l'évoquer avec nos invités. C'est un sommet, il faut le dire, on a peut-être tendance à l'oublier trop vite, qui est coprésidé par l'Inde. Est-ce que ça veut dire, Stéphane, qu'on est en train de créer d'autres alliances et que là, en ce moment, aux Indiens, ce qu'on leur dit, c'est, vous savez quoi ? Laissons les Chinois et les Américains jouer entre eux, faisons autre chose, nous. Oui, c'est le grand objectif de ce sommet, c'est de sortir du tête-à-tête entre les États-Unis et la Chine, un tête-à-tête jugé mortifère par l'Élysée. Ils veulent montrer qu'une 3e voie est possible. Emmanuel Macron a choisi l'Inde, 1,5 milliard d'habitants, la grande fabrique d'ingénieurs dans le monde. Tous les ans, 350 000 ingénieurs sont formés en Inde. C'est plus que l'Europe et les États-Unis réunis. Alors, il faut qu'on mette les mots justes sur à la fois ce qu'on voit ici et sur ce qui va se passer dans une échéance qui a déjà commencé et ce qui va se passer aussi dans une échéance extrêmement brève. Les mots ont un sens. Personne n'est évidemment contre l'IA et contre le progrès que ça représente dans de multiples domaines. Mais l'IA toute seule, Stéphane, il faut le redire aux gens qui nous écoutent, ça veut rien dire. L'IA générative, en revanche, est entrée dans nos vies par ChatGPT. Ça fait à peine 2 ans. L'IA générative, c'est celle qui sait créer du texte, qui sait créer des vidéos, qui sait créer des photos. Et il suffit d'un chiffre pour comprendre ce que ça veut dire et à quel point c'est entré dans nos vies. ChatGPT, qui pour l'instant est leader sur ce marché-là, c'est 300 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Il y a plus de 80% des jeunes de 18 à 25 ans qui sont sur ChatGPT, et c'est que le début. Oui, l'intelligence artificielle, ça existe depuis 40 ou 50 ans. On parle des réseaux de neurones artificiels. Mais pour la plupart d'entre nous, on la connaît depuis 2 ans, depuis la sortie de ChatGPT. Ça n'est que le début, la partie immergée de l'iceberg. Hier, à Google, Demis Hassabis, prix Nobel de chimie, nous disait que d'ici la fin de l'année, il y aurait les premiers médicaments mis au point grâce à l'IA. Les voitures autonomes se déploient dans le monde entier, au Japon, bientôt aux Émirats Arabes Unis. Et puis les agents personnels vont arriver dans les mois qui viennent. Ces agents, Fabienne, qui peuvent réserver un restaurant de A à Z à votre place. Alors les agents IA, c'est comme ça qu'on les appelle. Peut-être que ce sont des choses que vous entendrez au cours de cette émission chez nos invités. Agents IA. Après le vertige, évidemment, et peut-être ce qui fait peur à ceux qui nous écoutent, c'est l'usage. Le vertige, c'est qu'est-ce qu'on abîme finalement dans nos sociétés, notamment autour du travail. Le vertige, c'est de se dire qu'une IA peut à la fois donner une recette de cuisine ou un code informatique.
Oui, c'est ça qui est très perturbant avec les IA, c'est que ça peut être très léger. Vous prenez en photo votre frigidaire, le contenu de votre frigidaire, et ChatGPT vous dit quelle recette faire pour le soir. Et en même temps, on commence à avoir des preuves d'IA qui sont capables de mentir pour tromper l'humain qui les commande, sans parler évidemment des armes autonomes qui occupent beaucoup l'industrie militaire. Alors, et puis on y viendra là aussi, hein, Stéphane, il y a l'IA générative qui génère des données, puis vient la question de ce qu'on appelle l'IA générale. Et l'IA générale, c'est celle qui dépasse l'intelligence humaine, c'est celle qui sait raisonner. Est-ce qu'on est dans une dystopie ou c'est notre futur proche là ? Oui, alors l'IA générale ou la super IA, vous savez, c'est un stade mythique dans l'IA. Ça occupe beaucoup les gens de la tech. Tout le monde ne parle que de ça. Yann Lequin, il y a 2 jours, disait c'est pendant 7 ans. Hier à Google, il disait c'est pendant 5 ans. On sait que ça va arriver. C'est le moment où l'IA surpasse l'être humain dans toutes ses fonctions. Et là, c'est le grand shift. Il y a cette phrase, on l'attribue à Vladimir Poutine, mais je suis pas sûr qu'il soit le seul à l'avoir prononcée, et qui dit qui domine l'IA domine le monde, c'est vrai ou pas ? Oui, la question c'est à qui vont appartenir les algorithmes qui vont régir en partie ou totalement nos vies. Et donc, où va partir la valeur ajoutée qui va être créée grâce à ces algorithmes ? Est-ce qu'elle va rester en France, en Europe, ou alors est-ce qu'elle va partir en Chine et aux États-Unis ? Parce que le robot qui travaillera dans nos industries sera chinois et qui sera piloté par une IA américaine. Allez, merci Stéphane. Vous restez évidemment avec nous tout au long de ces 2 heures. Avant de retrouver notre premier invité, je vais tout vous dire, qui est toujours coincé à l'entrée pour une raison très simple. Les mesures de sécurité sont ce qu'elles sont, puisqu'Emmanuel Macron est encore là, est en train de déambuler et vient de parler. Mais je voudrais justement qu'on s'y plonge avec vous d'ailleurs Stéphane dans ce sommet et dans ces allées. Nous sommes allés micro en main sans trop savoir au début d'ailleurs ce qu'on cherchait réellement, aller demander aux gens à la fois ce qu'ils y faisaient et ce qu'ils en attendaient. Et vous allez voir qu'on a croisé des gens qui sont vraiment intéressants et puis surtout des gens tous convaincus que s'il doit se passer quelque chose en France et en Europe, c'est maintenant. Il y a un train qu'il ne faut pas rater. Ça commence avec un monsieur qui a accroché notre regard. Il avait sur la tête une casquette verte avec écrit « Make Europe Great Again ». Qu'est-ce qu'elle dit, votre casquette ? Enfin, on voit ce qu'elle dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? Cette casquette, c'est que les Européens doivent reprendre l'avantage, non ? On est comme un boxeur groggy dans les cordes depuis quelques semaines. On est surpris par DeepSeek, les nouveaux modèles d'IA. On est surpris par Trump. Enfin, on ne devrait pas être surpris par Trump, mais j'ai l'impression qu'on est surpris par ça. On est surpris par les dernières technologies. Voilà. Il faut reprendre l'avantage. Il faut reprendre l'initiative. On a entendu le message, reprendre l'initiative, ça veut dire surtout mettre l'argent nécessaire. Emmanuel Macron a déjà annoncé des milliards. BPI France, la banque publique d'investissement, donne elle 10 milliards. Et voici que l'on croit son directeur, il s'appelle Nicolas Dufourcq. Et il l'assume, oui, il y a une voie européenne. Écoutez, c'est quand même une voie où vous n'avez pas un entrepreneur génial qui devient un peu dysfonctionnel et qui, dans la nuit de l'acquisition du réseau social que je ne vais pas citer, change les algorithmes pour pouvoir nous imposer des contenus toxiques entre chacun des fils que vous avez désirés. Okay. Voilà, ça c'est pas possible. C'est la 3e voie européenne, c'est une voie qui dit ça, non. Alors après vient la question de la régulation. On dit souvent, les Américains nous reprochent surtout d'avoir la régulation trop facile. Nicolas Dufourcq, lui, il voit surtout beaucoup de mauvaise foi. L'excès de régulation, mais encore une fois, je trouve qu'on se bat trop la coulpe, moi, personnellement. Ouais. Je pense que DSA, DMA, c'est quand même de très belles avancées. Je pense que les grands GAFA américains qui nous expliquent qu'ils ne peuvent pas lancer leurs produits en Europe à cause de RGPD, pardonnez-moi, mais ils se foutent un peu de la gueule, du monde. Ils peuvent parfaitement lancer. Donc c'est une guerre idéologique. C'est fondamentalement une guerre idéologique. En plus, je vais vous dire, avec l'intelligence artificielle, tous ces contrôles peuvent être automatisés. Donc il ne faut pas avoir honte de la manière dont on pense les choses en Europe, à la fin des fins. Le combat est idéologique, on défend nos valeurs. Bon, c'est pas les mêmes. La grande différence entre les uns et les autres, c'est que y a dans la culture du digital américain un désir de conquête absolu et presque parfois de domination, voire de prédation. Et nous ne l'avons pas, ce désir-là, en Europe. On poursuit notre petite promenade dans les allées de ce sommet. Et là, ce qu'on aperçoit pas très loin, c'est un monsieur qui s'appelle Luc Julia. C'est un monsieur important. Luc Julia, c'est lui qui a inventé Siri. Il a fait toute sa carrière à la Silicon Valley. Et il n'a jamais vraiment été dupe des géants de la tech, que pourtant il a beaucoup fréquenté. Et pour lui, on a même vu leur vrai visage depuis Trump. Et c'est pas plus mal. Je suis content que les gens réalisent maintenant que c'est des fous. Enfin, des fous, ils sont pas complètement fous, hein, mais que c'est des gens dangereux. Et donc c'est bien qu'on s'en rende compte. Parce que y en a qui disent ça de Zuckerberg, de Musk et des gens comme ça depuis très longtemps, dont je suis.
vous, les journalistes, les politiques, vous aimez bien ces gens-là, vous admiriez un peu ces gens-là ces 10 dernières années. On est tombé de notre chaise, vous voulez dire, là, nous, voilà, ça fait en 3 mois et demi. Moi, je suis content. Je suis content que vous réalisiez ça, et je suis content que vous diffusiez ça. Et effectivement, peut-être qu'une certaine jeunesse qui était aussi un peu de cette admiration, dans cette admiration que je trouve malsaine en fait, des réseaux sociaux, ce que j'appelle les réseaux sociaux aussi en général, c'est bien qu'on essaye de changer de modèle et de se rendre compte que finalement la vie européenne n'est peut-être pas si mauvaise que ça. On aura l'occasion de revenir sur ce que vient de nous dire Luc Julia, qui est important. Je voudrais vous présenter d'abord notre premier invité. C'est l'un des acteurs clés de l'intelligence artificielle. Il a travaillé pour OpenAI, qui a créé ChatGPT, avant de voler de ses propres ailes en 2021. Il va nous expliquer pourquoi. Pour créer sa société qui s'appelle Anthropic. Son IA s'appelle Claude. 4e mondial. Bonsoir Dario Amodei. Good evening. Thank you for having me. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être avec nous et merci d'avoir pris le temps. Je sais que ça a été difficile parce que vous êtes arrivé pile au même moment qu'Emmanuel Macron. Vous avez un peu été obligé de jouer des coudes pour entrer et venir jusqu'à nous. Merci. Dario Amodei, il y a une chose qui m'a frappé. La première chose qu'on lit sur le site d'Anthropic, c'est plus de transparence, plus de responsabilité, plus transparent, plus responsable. Est-ce que c'est pour ça que vous avez quitté ChatGPT ? Est-ce que vous vous dites « je n'ai pas la même vision du monde » ? Oui, exactement. Notre vision était qu'on voulait créer un système d'IA qui était fondé sur la responsabilité, sur la sécurité, vraiment la dirigeabilité. Et j'ai ouvert l'IA pendant un certain nombre d'années. J'ai été avec mes co-employés et on a pu protéger notre système. Il y avait plus de concurrence à partir de 2019 pour les rendre de plus en plus puissants. Et nous pensions que ça aurait un impact énorme sur la société. Et on le voit maintenant. Donc je pensais que je voulais développer ces technologies avec des gens avec lesquels je travaillais, avec les gens en qui j'avais confiance, qui avaient confiance pour le développer de façon transparente et responsable. Et du coup, si vous deviez décrire Claude par rapport à tout ce qu'offre le marché de l'IA générative aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce qui en fait sa spécificité ? J'ai même envie de dire, qu'est-ce qui fait la personnalité de Claude ? Eh bien, nous avons une équipe qui s'appelle le personnage Claude. Il travaille sur le développement de la personnalité de Claude. Quand vous regardez à travers les utilisateurs, il y a un côté consommateur et un côté monde des affaires. Et si on a plus de côté business, les gens décrivent Claude comme quelque chose de très amical, auquel on peut se relier, beaucoup plus humain que la plupart des autres systèmes d'intelligence artificielle. Eh bien, les gens pensent avec les autres systèmes qu'ils parlent à des robots. Nous, on pense que les gens commencent à connaître Claude, ils aiment bien lui parler, ils lui posent des questions, ils lui demandent des avis sur leur vie personnelle et ils voient le modèle comme un ami. Dans le même temps, alors c'est vrai que vous vous différenciez des autres, mais dans le même temps, vous êtes tous sur la même ligne de départ, vous êtes sur un autre sprint qui est celui d'une IA qui résonne, une IA qui sait faire des choses mieux, même encore mieux que la plupart d'entre nous, peut-être mieux que nous tous. Ça veut dire quoi ça dans le futur proche ? Est-ce que ça veut dire des années qui se comptent sur le doigt d'une main ? Ça veut dire moins de 10 ans ? Ça veut dire quoi ? Pour en revenir à 2019 à peu près, lorsqu'on a prédit les lois de l'échelonnement pour l'IA, on a prédit que les systèmes IA étaient de plus en plus formés avec plus de calculs, qui feraient beaucoup plus ce que les humains font. Et je suppose que dans pas très longtemps, au cours des années 2020, peut-être en 2026 ou même en 2027, les systèmes IA seraient aussi bons qu'un prix Nobel pour écrire les tâches nécessaires. Dans un essai que j'ai écrit récemment, c'est comme avoir un pays de génie. Ça fera advenir des choses merveilleuses et beaucoup de défis aussi parce qu'il y aura des changements rapides. Donc il faut maximiser les bons côtés et pour aussi faire avec les risques de rupture de ces nouvelles technologies. Et on va y venir, Dario Amodei. Je me demandais à quel moment la nécessité d'aller vite fera disparaître toute forme de prudence.
Oui, nous avons un concept qu'on appelle la course vers le sommet. C'est la différence de la course vers le bas. C'est quand tout le monde est en compétition, en concurrence pour aller aussi vite que possible. La course vers le haut, c'est quand on essaye de donner un exemple pour d'autres acteurs du système. Si vous faites quelque chose de responsable, alors eux, ils seront inclinés aussi à vous copier, à faire des choses responsables. L'exemple, par exemple, dans le sommet dans lequel nous sommes, 16 entreprises ont diffusé des tests pour mesurer la dangerosité des systèmes IA. Mais nous, on a été les premiers à diffuser un tel système en septembre 2023. Et toutes les autres entreprises nous suivent. Donc très souvent, quand vous donnez un exemple, les autres vont vous suivre dans cet exemple. Un exemple, si je rentre dans une IA, comment fabriquer un agent pathogène qui est responsable de la peste? S'il me répond, est-ce qu'on est capable de dire « stop », on a été trop loin. Est-ce qu'à un moment, le risque existe que oui, l'IA sache répondre et est-ce que nous sommes capables de dire stop, ça va trop loin? Oui, nous avons travaillé de façon active sur éviter que le système IA crée des armes de guerre biologiques. C'est vraiment un des dangers que j'ai mentionné. Aujourd'hui, les systèmes IA ne sont pas suffisamment intelligents pour faire plus que si vous aviez un manuel. Mais ils s'améliorent tous les jours et c'est une inquiétude qu'on a pour l'avenir. On a développé un certain nombre de techniques pour éviter que cela se produise. Et on a diffusé il y a quelques jours un modèle qui est suffisamment robuste pour contrer des attaques très puissantes. On prend ces choses-là extrêmement au sérieux et nous essayons toujours de suivre les progrès du système et nous ne voulons pas que ça soit utilisé de façon destructrice. La machine ne va jamais nous dépasser, c'est ça le sens de la question. À votre avis, nous maîtriserons toujours la machine? Ça dépend de ce que vous voulez dire. Pour la plupart des tâches dans le monde, je pense que finalement on va arriver à un point où un système IA pourrait faire des tâches, une grande part d'entre elles, mieux que nous, mieux que les humains. Mais je voudrais m'assurer aussi que les humains seront toujours au contrôle, que les machines, quand elles font leurs tâches, que ce soit guérir des maladies ou nous aider avec des informations financières ou nous conseiller sur nos propres vies, que les êtres humains restent au poste de pilotage et que les systèmes d'IA travaillent pour nous et pas l'inverse. Nous, en Europe, Dario Amodei, on nous accuse souvent d'être les champions de la norme. Il y a cette espèce de phrase qui dit les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens, eux, font des normes. Je vous écoute et je vois bien que vous n'êtes pas contre le fait d'avoir des règles, d'avoir des limites et d'avoir des normes. Mais qui doit les rédiger, ces normes-là, à votre avis? Est-ce qu'on est capable d'avoir quelque chose de mondial qui dirigera et qui mettra de la norme, ou est-ce qu'on va de toute façon vers une IA européenne qui sera normée, une IA américaine normée différemment, une IA chinoise normée encore différemment? J'ai toujours été fan de prendre une approche équilibrée et on regarde les approches que les différentes personnes ont prises. Nous ne voulons pas ralentir la technologie parce que ça apporte énormément d'avantages et c'est toujours très important pour nous dans des pays démocratiques d'être en tête et devant les pays non démocratiques. Mais oui, ces dangers sont vrais, sont réels. Il faut trouver un système avec beaucoup d'honnêteté et d'humilité pour trouver un système pour bloquer ces dangers dans nos systèmes. Mais je crois que c'est un bon point que vous soutenez sur cette harmonisation des normes. Et définitivement, je serai en faveur de standards et de normes mondiaux ou à travers les pays comme les G7 ou les pays démocratiques. Ça ne fonctionnera pas si chaque pays a ses propres normes. Et nous, en tant qu'entreprise, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut être en ligne avec ces normes-là dans tous les pays. Donc il faut une forme d'harmonisation des normes. C'est quelque chose de très positif. Est-ce que vous avez le sentiment, sincèrement, Dario Amodei, qu'on est prêt à ça aujourd'hui aux États-Unis? On a plutôt le sentiment de voir exactement l'inverse, c'est-à-dire un monde qui s'ouvre sans trop savoir où sont ses limites.
Oui. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Ma position, c'est qu'il faut trouver une façon de faire progresser la technologie aussi rapidement que possible. Et oui, certains de ces risques clés, comme on a mentionné les risques de bioterrorisme, comme l'autonomie des systèmes d'IA, pour un petit nombre des risques les pires, il faut être certain qu'on leur fait face. Et il faut permettre la technologie aussi d'avancer aussi vite que possible. Il y a une véritable tension entre ces deux pôles. Il n'y a pas de solution idéale, mais il faut trouver une façon de faire les deux. Dario Amodei, vous nous disiez tout à l'heure, en disant jusqu'à quel point il fallait être conscient en fait de ce que nous donnait l'IA, mais aussi dans ces points peut-être qui peuvent être négatifs. Il y a une forme de responsabilité sur ce que l'IA peut transformer aussi dans l'économie, dans la force de travail. Si le monde du travail tel que nous le connaissons aujourd'hui est en passe de disparaître, parce que l'IA est plus efficace, qu'est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on dit c'est comme ça, c'est le progrès? Est-ce que ça c'est suffisant? Écoutez, c'est très intéressant. Anthropic est intéressant de ce point de vue-là, la société. Aujourd'hui, on a quelque chose qui s'appelle l'index économique anthropique, qui nous permet de suivre l'utilisation de nos modèles à travers tous les clients, que ce soit dans le monde des affaires ou les clients individuels qui utilisent ces modèles en façon à préserver leur vie privée. Et on mesure comment le modèle aide plutôt que remplacer les humains. Nous cherchons plus l'augmentation de l'humain plutôt que le remplacement de l'humain. Mais je ne peux pas vous promettre que ce sera toujours vrai à l'avenir, parce que vous savez, peut-être que l'IA deviendra meilleure que les humains et qu'on passera au stade du remplacement plutôt que de l'augmentation. Mais il faut trouver un moyen pour que l'IA reste vraiment maintenue sous le contrôle des humains. C'est notre but à long terme. Et c'est ça peut-être le vertige de l'IA, et vous le dites très honnêtement, Dario Amodei, vous ne pouvez pas promettre. Ça veut dire qu'au fond, on ne sait pas ce que tout ça sera, disons, on est en 2025, allez, en 2030. Nous n'avons aucune idée aujourd'hui de ce que sera l'IA en 2030. Je dirais qu'on n'a aucune idée de ce que ce sera en 2026. Voilà, c'est donc encore pire. Est-ce que vous aussi, vous avez été, disons, scotché par DeepSeek ou pas, par l'arrivée des Chinois par la grande porte? Vous savez, j'ai fait un post sur DeepSeek. En fait, c'est pas hors de l'ordinaire, c'est pas extraordinaire. Il y a un narratif, une présentation qu'ils l'ont fait pour beaucoup moins cher. La réalité, c'est que les coûts pour faire un système IA décroissent depuis très longtemps. C'est simplement qu'on fait des systèmes beaucoup plus puissants. Toutes les économies qu'on fait, c'est moins cher de faire un certain niveau. Maintenant, il y a des choses qui sont investies pour faire des choses beaucoup plus puissantes. DeepSeek, c'est une partie de cette menace. Mais il n'y a rien de nouveau dans DeepSeek. La seule chose qui est nouvelle, c'est que cette courbe de réduction des coûts, et pour la première fois, a été faite par une société chinoise. Et ça, c'est une question grave. C'est une menace grave. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète qu'un pays autoritaire puisse construire des IA. Mais il n'y a rien de neuf là-dedans. Il n'y a rien de vraiment qui fasse une disruption dans le système. Par exemple, que ce soit une nouvelle puce électronique. Non. C'est simplement que le domaine est de plus en plus populaire et plus mondial. La disruption, c'est peut-être l'open source en fait, c'est ça qui fait la différence. Ils ont osé l'open source, ce qu'aucun d'entre vous n'avait osé avant. Est-ce que là, du coup, vous vous dites, ah ouais, c'est eux qui ont raison, il faut aller vers l'open source? J'ai toujours pensé que la chose la plus intéressante dans le système IA, pour ses capacités dans le monde des affaires et pour le risque auquel on doit faire face, c'est toujours la puissance de l'IA. C'est le facteur le plus important. On pensait que ce n'était pas tellement important qu'on travaille en étant plus sécure. Quand dans les systèmes IA, si on travaille en open source, ça ne vous donne pas tellement d'informations sur la façon dont le système fonctionne. Ce sont des chiffres qui sont difficiles à comprendre. Mais on a trouvé que les capacités sont beaucoup plus importantes. Donc,
DeepSeek, c'est un système qui est capable. Et une chose importante pour nous à faire dans notre entreprise et dans d'autres entreprises, c'est de faire des systèmes qui sont encore plus capables, tout en restant encore sécures. Deux petites dernières questions avant de vous laisser. La première, d'abord, est-ce que vous considérez que l'Europe est un client sérieux, est un concurrent sérieux ? On pense que l'Europe est un client sérieux à travers différentes industries où nous commençons à travailler de façon très agressive avec les Européens, les entreprises européennes, à travers les biotech, l'assurance, le légal, le juridique, l'assurance et beaucoup d'autres domaines. Donc, on est très heureux de pouvoir travailler en Europe et d'étendre notre entreprise ici. Une toute petite dernière chose avant de vous rencontrer. J'ai demandé à Claude, en fait, j'ai voulu poser à Claude une question et je lui ai demandé ceci, je lui ai dit quelle question poser à Dario Amodei, le PDG d'Anthropic. Et savez-vous ce que Claude m'a répondu ? Claude m'a dit, bien que je puisse avoir une discussion sur l'IA en général, je préfère ne pas spéculer sur les questions personnelles concernant les employés d'Anthropic. Ça vous va, ça, comme réponse de votre IA ? Écoutez, Claude a été très gentil avec moi, il ne voulait pas me mettre en difficulté. Claude travaillait pour mes intérêts. Claude, c'est votre ami, voyez-vous. Eh ben, écoutez, espérons-le. En tout cas, Dario Amodei, je vous remercie vraiment d'être passé chez nous. Merci. D'autant que c'est pas facile, il y a beaucoup de bruit autour de nous. J'espère que ça ne vous a pas gêné. Merci beaucoup. La traduction est assurée, comme souvent, par Michel Zlotowski. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant d'accueillir notre prochain invité dans cette spéciale, ce 18-20 spécial IA, je voudrais vous éloigner du Grand Palais l'espace d'un instant. Je voudrais qu'on aille jusqu'à Nairobi, c'est au Kenya, à la rencontre du quotidien de ce qu'on appelle les annotateurs de l'IA. Ce sont les petites mains de l'IA qui apprennent aux machines à reconnaître les textes, à reconnaître les images, parce qu'il faut bien que quelqu'un rentre ces données pour que votre voiture autonome, par exemple, soit sans danger. Ces métiers ont été créés par l'IA, mais dans quelles conditions ? Les premiers complices sociaux arrivent aussi dans cette direction, et vous allez comprendre avec ce reportage signé Alban Tiroir. Les trois sont venus ensemble dans ce café animé du centre-ville de Nairobi. Joan Kinwa, Ephantus Kanyugi et Michael Aja ont été pendant plusieurs années annotateurs et étiqueteurs de données. Un travail sous-traité au Kenya pour différents géants de la tech est essentiel pour former l'intelligence artificielle. Ephantus Kanyugi. Prenons les voitures qui s'autoconduisent, par exemple. La voiture a besoin de comprendre ce qu'elle voit. Il faut lui apprendre que cette image est une personne, ce que ce panneau de signalisation veut dire, ou encore que si elle voit une ligne continue, il ne faut pas doubler. En fait, on peut considérer l'IA comme un enfant à qui il faut tout apprendre. Les tâches sont parfois plus difficiles car il faut aussi apprendre à l'IA à trier le contenu. Un jour, on annote des voitures. Le lendemain, c'est peut-être des corps décédés. Par exemple, si la personne a reçu un coup de marteau sur la tête, il faut zoomer sur la blessure pour l'entourer, indiquer qu'il y a du sang. C'est très macabre. Et l'on travaille parfois 13 heures par jour sur de telles images. Forcément, ça affecte la santé mentale. Ephantus déplore aussi une charge de travail irrégulière et donc une paie variable et trop faible, quelques centimes de dollars pour certaines tâches. Face à la contestation qui monte et pour tenter d'obtenir de meilleures conditions de travail, le trio a décidé de former une association. Joan Kinwa en est la présidente, Michael Aja le secrétaire général. Nous demandons une paie équitable, des conditions de travail raisonnables et un soutien psychologique adéquat. Nous voulons juste être traités comme des humains. C'est le strict minimum en comparaison des millions que ces entreprises gagnent grâce aux innovations auxquelles nous participons. Nous n'avons rien contre les géants de la tech ou leurs sous-traitants. Nous n'avons pas de problème avec ces emplois qui sont créés au Kenya. Nous voulons juste que les choses soient faites correctement. Plusieurs annotateurs de données ont aussi déposé une pétition auprès du Parlement kényan, appelant les députés à ouvrir des enquêtes sur leurs conditions de travail et leur demandant une législation pour mieux protéger leurs droits. Voilà pour ce reportage signé Alban Tiroir qu'on aurait aimé faire commenter à notre prochain invité, mais comme le premier, il est resté coincé pour l'instant en attendant de pouvoir venir. Décidément, on joue un peu de match chance, mais l'important c'est que vous soyez là, vous, Stéphane Jourdain, pour qu'on puisse ensemble commenter à la fois ce qu'on vient d'entendre, mais je voudrais revenir aussi sur d'abord deux choses, puisque Emmanuel Macron était là il y a un petit instant avec donc la répétition de l'annonce de l'argent. Ça veut dire qu'on est entré dans une autre dimension, nous en Europe. Alors en Europe et surtout en France, de l'argent on sait qu'il en faut. Est-ce qu'on dit 7 fois on en a ou pas ?
Alors l'Élysée insiste beaucoup sur ces 109 milliards rapportés au PIB de la France. Ils disent que c'est plus que les 500 milliards annoncés par Donald Trump avec Stargate. 109 milliards, ça n'est que de l'argent privé. C'est essentiellement de l'argent étranger. Ça va venir du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis. Il y a des supercalculateurs, il y a des data centers, il y a des méga data centers. Celui des Émirats Arabes Unis va coûter 50 milliards. Ce sont des investissements absolument faramineux. Il y a évidemment toujours une composante de communication dans ces agrégats d'annonces, mais on a croisé Luc Julia tout à l'heure, qui est celui qui a une grande gueule, critique, avec une grande gueule, qui nous disait attendez, même s'il y a que la moitié de ça, c'est déjà énorme. On a vu toutes les startups qu'il y a dans ce parterre. Il y a vraiment un écosystème en France qui est très fort, avec beaucoup de petites startups. Luc Julia disait elles ont besoin d'argent, elles ont besoin de ces data centers. Ce ne sont pas que des annonces, c'est ça qui va permettre de passer à l'échelle. Et si on est passé à l'échelle, justement, si on a l'impression, d'avoir pris un coup de pied aux fesses, en quelque sorte, moi j'ai l'impression qu'il y a eu 2 réveils simultanés. Il y a eu DeepSeek, dont on parlait à l'instant, donc l'IA chinoise qui nous prouve que elle est capable d'être l'équivalent de ce qu'on sait déjà et qui vient des États-Unis, de ce qu'on connaît déjà. Elle est capable de faire, c'est ce qu'elle nous dit, en tout cas de manière peut-être plus vertueuse en termes d'écologie. On verra si c'est vrai ou c'est pas vrai, et aussi en termes de puces. Et puis il y a eu aussi dans le même temps, Stéphane, tout ce qui s'est passé autour de l'investiture de Donald Trump, et on découvre que les États-Unis ne sont pas fiables. Ce sont ces 2 choses-là en fait qui nous frappent en ce moment. Oui, vous savez, Fabienne, ce qui est frappant depuis quelques semaines, c'est que la French Tech retrouve le sourire. Vraiment, les interlocuteurs le disent. Ce matin, Arthur Mensch et Xavier Niel nous disaient Mistral, c'est le DeepSeek français. Ils ont un modèle qui est comparable, un modèle qui est frugal. Ils ont misé sur la même technologie du mix le MOE. Mix of MOE, faut traduire ça tout de suite. Le mix d'experts, pardon. Voilà. Sur la même technologie. Et puis dans le même temps, les Américains, effectivement moins fiables. Zuckerberg qui abandonne le fact-checking. Le premier opérateur de ce fact-checking, c'était l'agence France Presse. Et Elon Musk qui change son algorithme au profit de Donald Trump. Ces 2 nouvelles, finalement, sont plutôt des bonnes nouvelles pour la French Tech. On a entendu, Stéphane, que peut-être il y avait une 3e voie européenne. Et on va poser la question à notre invité qui vient de s'installer. Je voudrais la laisser souffler. Mais juste en une seconde, est-ce que oui, ce qu'on voit émerger peut-être, c'est une 3e voie européenne? On n'est pas américain, on n'est pas chinois. Oui, alors il faudra voir exactement ce qu'on met derrière cette 3e voie. Est-ce que ces algorithmes, ça change quelque chose? Est-ce que dans la vision du monde, est-ce qu'il y a moins de biais de genre? Est-ce que ce sont des algorithmes plus organiques derrière cette 3e voie, ou est-ce que c'est qu'une formule très politique? Justement, posons la question à notre invité. Bonsoir, Eleanor Crespo. Bonsoir. Merci d'être avec nous et merci encore d'avoir fait cet effort, d'avoir bravé toutes ces barrières de sécurité pour arriver jusqu'à nous. Votre start-up s'appelle Pigment, valorisée à plus d'1 milliard de dollars, donc vous êtes une licorne. Félicitations, vous avez créé un logiciel de planification pour entreprises dopées à l'IA générative. On va expliquer évidemment dans le détail ce que ça veut dire et qui peut-être un jour fera passer le bon vieux tableau Excel pour un très grand ringard. Avant que vous nous expliquiez, je voudrais quand même qu'on rebondisse sur ce qu'on vient de dire avec Stéphane. Une 3e voie européenne, derrière la com, parce qu'il y a évidemment beaucoup de ça aussi. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est ça qu'on voit émerger ou pas? Alors oui, tout à fait. En Europe, on a tout pour réussir aujourd'hui. On a les talents, on a la recherche et puis maintenant l'investissement avec vraiment des projecteurs braqués pendant ce sommet. Je pense qu'on peut être très fier d'être européen et effectivement la 3e voie est en train d'être créée. Alors qu'est-ce que vous changez justement dans le monde? Qu'est-ce que vous créez? Qu'est-ce qui change pour une entreprise quand elle utilise Pigment? Qu'est-ce que nous savons faire grâce à Pigment qu'on ne ferait pas sans lui? Alors déjà, il faut savoir que l'IA est depuis de nombreuses années dans l'entreprise, mais avec Pigment, je pense qu'il y a un enjeu qui va être créé, c'est l'enjeu d'intelligence collective. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, Pigment, qui est un logiciel de prise à la décision, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de décisions en entreprise étaient faites en très petits comités, étaient vraiment restreintes au comité de direction. Et en fait, l'IA permet vraiment la démocratisation de l'accès à la donnée et permet en fait de créer une vraie intelligence collective en donnant de l'accès à la donnée à n'importe quel collaborateur d'entreprise. À côté de ça, ça donne aussi beaucoup d'autonomie en fait, et ça permet vraiment aux gens de travailler dans une vraie intelligence en fait, de donner vraiment de la valeur ajoutée à leur métier. C'est une forme d'open source à l'intérieur même du microcosme de l'entreprise en fait. Tout à fait. Vous apportez des modèles, mais sur quoi? Est-ce qu'on parle de modèles financiers? Est-ce qu'on parle de modèles commerciaux? Est-ce qu'on parle aussi de RH par exemple? Oui, tout à fait. Alors il faut voir que je pense que les IA vont beaucoup se spécialiser dans les années à venir, et nous c'est exactement ça qu'on apporte. C'est des IA en fait pour les services financiers, pour la supply chain, pour la RH, pour les services commerciaux. Mais ça veut dire quoi en fait concrètement? Ça veut dire que
d'habitude, on va caricaturer peut-être un peu à outrance, mais d'habitude, dans le tableau Excel, on rentre les données. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on n'a plus besoin de faire là? Qu'est-ce qui se fait automatiquement chez vous? Alors en fait, on peut interagir en langage naturel avec la plateforme. Donc ce qui veut dire que quelqu'un qui ne sait pas se servir d'Excel ou qui ne sait pas faire d'analyse de données peut enfin arriver à accéder à de la donnée très facilement. Et ça, c'est une vraie révolution. Parce qu'aujourd'hui, en fait, cet accès à la donnée était vraiment très restreint et vraiment, grâce à Pigment, on arrive à l'ouvrir à tout le monde. Et mais alors, à quel moment la décision sera prise par le logiciel tout seul et qu'on n'aura plus besoin d'interaction humaine? Alors moi, ça, je n'y crois pas du tout. Okay. Moi, je crois vraiment, justement, à l'IA qui apporte de la valeur ajoutée à l'humain, qui lui permet, en fait, de se concentrer sur des tâches très intelligentes et d'enlever, en fait, des tâches qui avaient peu de valeur ajoutée. Et je trouve, au contraire, que ça va apporter beaucoup de valeur. Mais enlever des tâches, c'est pas forcément enlever des gens? C'est ça que vous dites? Non, pour moi, c'est vraiment pas ça, en fait. Je pense que l'IA arrive justement à apporter... Je trouve que, en fait, ce qui s'est passé, si vous regardez un peu les révolutions passées, il y a eu la révolution de l'informatique qui a laissé beaucoup de gens de côté. Il faut voir que l'IA, c'est une révolution qui est très différente parce que c'est la révolution de la simplification. Et en fait, les personnes qui ont été laissées de côté par l'informatique, qui justement savaient pas se servir d'Excel ou d'autres logiciels, vont enfin arriver à comprendre ce qui se passe au sein d'une entreprise. Mais du coup, Eleonore Crespo, j'ai envie de vous demander à qui profite l'IA, en fait. Est-ce que les gains de productivité, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour vous qui avez créé l'IA? Est-ce que c'est pour l'entreprise? Est-ce que c'est pour les actionnaires de l'entreprise? Est-ce qu'on est absolument sûr que les gains de productivité de l'IA, c'est aussi pour ceux qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise? Alors moi, en fait, je ne vois pas l'IA que sur un sujet de productivité, loin de là. Au contraire, je pense que c'est un choc de compétitivité pour l'entreprise déjà. Et puis il faut bien voir que l'IA, c'est un tournant qui est là. Donc la question n'est même pas forcément aujourd'hui de se rassurer, c'est plutôt que toutes les entreprises aujourd'hui de la Terre doivent prendre ce tournant. Et ce qui est important là-dedans, c'est plutôt de former les gens et de les aider à prendre ce tournant. Le truc, c'est qu'elles les prennent pour ça fait des gains de productivité. Est-ce que c'est dans cet esprit-là qu'il faut y aller et que vous voulez y aller? C'est bon pour les gains de productivité ou c'est bon pour l'entreprise à d'autres fins, en fait? Moi, je le vois plutôt comme ça. Je le vois plutôt comme c'est bon pour l'entreprise à d'autres fins. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que l'IA, comme je vous le disais, permet en fait d'inclure des gens, de leur donner en fait l'accès à l'outil informatique qu'ils n'avaient justement pas jusqu'à maintenant. Et puis permet aussi de faire des choses qui n'étaient pas faisables avant. Vous pouvez prendre un exemple concret. Des camions qui circulent aujourd'hui, tous ces camions de livraison qui sont sur la route, qui n'ont leur trajet, qui ne sont pas du tout optimisés. C'est des choses qu'on va être capable de faire aujourd'hui avec l'IA et qui permettent en fait de vraiment changer en fait la conscience environnementale des entreprises. Deux choses, Eleonore Crespo, vous travaillez principalement avec des entreprises américaines. Aujourd'hui, 60% des entreprises américaines. Je voudrais savoir si cette chose peut s'inverser ou si vous êtes à 60-40, c'est parce qu'on est encore frileux, nous. Puis la deuxième chose, on est dans le même état d'esprit. Votre fournisseur d'IA, c'est OpenAI. À quel moment vous switchez et votre fournisseur d'IA, ce sera Mistral? Alors donc sur la première question, aujourd'hui, nous on est allé chercher le marché européen parce que c'est un très gros marché pour le logiciel, donc c'était important pour nous et c'est un marché qui s'est acheté assez vite. Mais nous on a vraiment avec Pigment l'ambition d'être aussi gros évidemment en Europe, en Asie et aux États-Unis. Par ailleurs, donc sur Mistral, il faut savoir que Pigment est capable de s'adapter à toute technologie en fonction de ce que nos clients veulent. Donc aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec OpenAI qui était à la pointe de la technologie, mais on est capable de s'adapter à Pigment et on a nos propres LLM aussi en interne, avec notre R&D qui est 100% en France, qui développe ses on peut être patriotiquement, on peut être IA patriotique et décider de changer de modèle et de préférer OpenAI à Mistral. Mistral à OpenAI, ouais, Mistral à OpenAI, absolument. Eleonore Crespo, merci beaucoup. Votre start-up à vous s'appelle Pigment. Merci vraiment. On termine comme un lundi, tiens, avec Cyril Sauvageau et la BO du Monde, transformée en BOIA dans le monde, disons ça comme ça. France Inter, le 18-20. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Une BO du Monde évidemment spéciale musique et IA, on n'en manque pas parce qu'on en a une bonne démonstration là on va en parler en bas, en bas de là où nous sommes. On parle donc souvent des dangers de l'intelligence artificielle pour les musiciens. On en parle à juste titre, mais l'IA peut aussi contribuer à stimuler la créativité. Certains artistes ont commencé à s'en emparer. Alors prenons, si vous voulez bien, deux exemples d'usages très différents de l'IA dans la musique. D'abord, cette grande première qui a eu lieu aux Grammy Awards la semaine passée, les Beatles primés pour une chanson inédite qui ressuscite la voix de John Lennon avec l'aide de l'IA. Ici, c'est le procédé acoustique qui est intéressant. Une intelligence artificielle a permis de faire ce qui était impossible à faire jusque-là, isoler proprement la voix de Lennon sur une démo des années 70. Paul McCartney et Ringo Starr ont pu ensuite compléter l'enregistrement, finaliser le morceau. En l'occurrence, il ne s'agit donc pas de créer
du contenu inédit, mais de nettoyer une archive avec un degré de finesse jamais entendu. Le procédé ouvre des perspectives assez vertigineuses pour la réhabilitation d'archives sonores. Il pourrait aussi servir pour la captation de concerts à l'avenir. C'est un usage de l'IA à partir de ce qu'on appelle l'apprentissage statistique. Autrement dit, la machine apprend d'elle-même, en quelque sorte, à faire le tri. Voilà, nos auditeurs nous diront s'ils trouvent ça bluffant ou terrifiant. Un autre usage, Cyril, le recours à l'IA génératif pour composer de la musique. Et oui, le sujet est plus clivant et prêt à controverse, mais de plus en plus d'artistes se mettent à expérimenter, surtout dans l'univers des musiques électroniques. Des pionniers comme Brian Eno ou Jean-Michel Jarre s'y intéressent de très près. Autre exemple, le DJ et producteur Caribou. Le Canadien Dan Snaith, alias Caribou, un des grands noms de l'électro. Voilà quelqu'un qui a toujours aimé manipuler les voix, les découper, les triturer pour en faire sa matière sonore. Et pour son dernier album, il a fait le choix d'utiliser une IA pour altérer sa voix et la transformer en plusieurs avatars. La voix d'une chanteuse adolescente ou d'un rappeur. Et le résultat est assez étonnant. Elle aussi se passionne pour l'IA et ses possibilités. Elle, c'est Claire Boucher, alias Grimes. On entend ici Grimes, ou plutôt une IA inspirée d'elle. Grimes a décidé en effet de proposer sa voix en open source. Chacun peut s'en emparer pour composer ses propres musiques avec des outils d'IA mis à disposition. Résultat, plus de 15 000 contributions, 300 morceaux finalisés et distribués sur les plateformes comme celui-ci. L'IA comme outil collaboratif pour relier l'artiste à ses fans, voilà une piste intéressante. Il y en a beaucoup d'autres ici même ce soir au Grand Palais. On a pu entendre à l'instant la performance du DJ français Agoria. C'est un adepte de l'IA. Il aime en parler comme d'une intelligence alternative qui peut aider et stimuler le musicien dans sa création. C'est peut-être la naissance d'un nouveau langage qui pour l'instant n'en est qu'assez balbutiement. Merci beaucoup Cyril Sauvageau. À lundi prochain à la Maison Pourrou. Mais nous on reste là et tout ce que vous avez entendu au cours de cette première heure vous a fait réagir, en tout cas c'est ce qu'on espère. Eh bien c'est à vous maintenant, le 18-20 spécial ici au Grand Palais continue dans un instant avec le téléphone sonne, ce sera évidemment juste après le journal. Et qu'on soit au Grand Palais ou à la maison, le numéro vous le connaissez, 01 45 24 7000. À tout de suite.